Alors, je dirais, je voudrais commencer par rappeler, puisqu'on a parlé euh, vers la fin, insisté sur la communauté, sur euh, les soins de santé primaires, mais je vous rappelle que le professeur Gentilini, je crois, dès sa première diapositive ou la deuxième, avait déjà mentionné la grande conférence internationale d'Alma-Ata. Et il faut peut-être parfois qu'on reparte vers il y a plus de 45 ans, 47 ans, puisque c'est 1978, que l'on regarde la déclaration d'Alma-Ata qui insistait sur la participation communautaire, sur la décentralisation et également la communauté, mais la communauté est faite d'individus. Donc, la santé est d'abord aussi un problème personnel. Et donc, il s'agit de renforcer à la fois l'éducation pour la santé, d'apporter tout le savoir pour que l'individu puisse se prendre en compte, notamment en matière de santé. Et souvent, en Afrique, et comme partout d'ailleurs, on a souvent euh, 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 donné le focus sur l'accès aux soins, mais pas assez à l'accès à la prévention, l'accès au dépistage des maladies. Les maladies dont on parle aujourd'hui peuvent être très bien rentrées dans le cadre de grands programmes de prévention avec le dépistage et la prise en charge précoce des maladies. Ne pas attendre. Voyez-vous, c'est souvent ça en Afrique. On aime les hôpitaux et on aime des grands hôpitaux et parfois qui sont des éléphants blancs parce qu'ils sont parfois très bien équipés, mais il n'y a personne pour analyser les résultats d'un scanner ou d'un IRM. Et pourtant, on le fait quand même. Et parfois, il y a une personne ou deux à la capitale pour analyser, pour interpréter un scanner ou une IRM. Il y a également à renforcer l'éducation pour la santé dès le jeune âge, parce que comprendre que la santé est aussi un problème d'individu et que la communauté a sa place euh, pour, dans le cadre de l'amélioration de la santé en Afrique. Alors, j'ai retenu trois indicateurs de toutes ces présentations, notamment les premières, celles du professeur Gentilini et du docteur Moussa Traoré, qu'il y a eu des progrès incontestables en Afrique. Les marqueurs de ce projet, moi, je peux les résumer en trois indicateurs. C'est un, l'augmentation de près de 10 ans de l'espérance de vie entre 2000 et 2019. Donc, en 2 décennies, nous avons gagné 10 ans dans l'espérance de vie en moyenne en Afrique. Il y a également un deuxième marqueur qui est la chute de la mortalité maternelle qui a pratiquement chuté de 40% entre 2000 et 2015. Donc, une chute de presque 40% de la mortalité générale. Et troisièmement, je pense que le docteur Moussa l'avait rappelé, c'est la couverture des services de santé essentiels, qui était de 24% en 2000 et qui atteint 46% en 2019. Voilà les marqueurs du progrès. Mais c'est peut-être, ces trois indicateurs sont peut-être l'arbre qui cache la forêt parce que les défis sont énormes, restent énormes. Et la pandémie de la COVID-19 a permis de montrer que nous avions encore en Afrique des systèmes de santé très fragiles, parfois même désorganisés, et qu'il fallait travailler dur pour mettre en place des systèmes qui nous permettent de relever les défis. Et les défis, euh, les premières présentations et même les trois dernières ont mentionné d'abord un que euh, j'ai noté un chiffre, 2% du nombre total des médecins au monde seulement en Afrique, 2%. C'est vraiment un chiffre qui parle de l'humain. Moins d'un spécialiste en chirurgie pour 100 000 habitants en Afrique. Et pourtant, l'Afrique, c'est 18, 19 et peut-être 20% de la population mondiale. Mais également que l'Afrique concentre euh, 25% de la morbidité mondiale. Donc, un malade sur quatre est africain, si on peut dire ainsi pour le traduire le plus simplement.
Mais ces défis vont être aggravés par l'impact du dérèglement climatique sur la santé. Oui. Et donc, je pense que c'est important pour les Africains de travailler au renforcement du système de santé. Et c'est vrai que la question abordée par le docteur Mapapa sur des centres de soins liés à une pathologie, quelle que soit l'importance de la pathologie, n'est peut-être pas à mieux adaptée et appropriée. Il faut des systèmes intégrés de prise en charge au niveau soins de santé primaire pour que le dépistage, que la prévention, l'éducation pour la santé soient en place au niveau de la communauté avec la participation de la communauté. Voilà quelques défis. Et je voudrais revenir, euh, Patrice est toujours là? Oui, oui. Voilà, je voudrais profiter, j'avais proposé une recommandation, mais je voudrais proposer également par rapport à la suspension ou à l'arrêt des financements ou du soutien financier de l'administration américaine sur notamment et pouvoir évaluer son impact. Euh, Est-ce qu'il est possible pour l'Académie d'envoyer un questionnaire parce que nous avons quand même une base de données de plus de 400 participants là, nous sommes à notre quatrième webinaire. Nous avons donc la possibilité peut-être de soumettre un questionnaire pour avoir une analyse un peu plus statistique ou voilà, de tous ces Africains qui pourraient, je ne sais pas combien répondront, mais je pense qu'on aura probablement plus d'une centaine de réponses. Donc, pour savoir à la fois quel est l'impact, comment ça se passe au niveau des pays, donc un questionnaire de quelques questions qu'on pourrait envoyer assez rapidement à tous les participants à nos webinaires, qui sont plus de 400 aujourd'hui. En tout cas, pour les quatre questionnaires, ça permettrait d'avoir une analyse et euh, l'avis des Africains. Parce que dans notre base de données, il y a les professionnels de la santé, il y a des journalistes. En fait, c'est l'Afrique en miniature qui est représentée là. Il y a le personnel paramédical, personnel politique. Et nous avions eu au premier webinaire la participation du sénateur français, Monsieur Hu. Voilà pour et quelles sont les solutions. Quelques idées ont été avancées. Bien sûr, l'engagement politique. Vous savez que bon, la déclaration d'Abuja pour les Africains qui disait il y a plus de 20 ans, c'était 2001, 25 ans pratiquement, qu'il fallait accorder 15% des budgets nationaux à la santé. Aujourd'hui, on a les pays qui ont atteint ce résultat se comptent sur, je sais pas, moins de 10. Voilà. Donc ça, c'est la volonté politique, le financement de la santé par nous-mêmes et l'augmentation donc des ressources domestiques pour et puis, un autre collègue a soulevé la question de la bonne gouvernance des systèmes de santé, la transparence. Vous voyez, la corruption dans les systèmes de santé, ça existe et ça, ce sont des problèmes pour un système corrompu ne peut pas être gouverné et avoir des résultats en matière de santé. L'assurance maladie, donc alliée avec le financement. Parce que financement pour financement, mais je pense qu'il faut soulager. Le docteur Moussa a parlé du out of pocket, c'est-à-dire l'argent que les Africains sortent pour se soigner, qui est trop élevé. Qui est trop élevé parfois, qui, dans certaines pathologies, sont supérieurs au salaire minimum. Donc, voilà. Il était également le personnel, attirer l'attention sur le personnel de santé. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez pour avoir une médecine. Il n'y a pas véritablement dans beaucoup de pays africains une élite médicale capable de prendre des soins de, à un niveau satisfaisant parce qu'il n'y en a pas assez, il faut le reconnaître. Un hôpital bien équipé avec tout l'équipement, mais qui n'a pas le personnel qualifié, c'est un bel hôtel. C'est un bel hôtel et un mouroir. Donc, le personnel de la santé et aussi il y a la fuite de cerveau. Et alors, parce que nous pensons souvent à l'Europe, mais la grande fuite de cerveau se fait aujourd'hui vers les pays arabes du Moyen-Orient, le Qatar, l'Arabie saoudite, si vous allez, et c'est le grand problème avec le Nigeria,
tous les chirurgiens qualifiés, bien formés, ne vont pas en Europe, mais ils vont au Qatar, ils vont en Arabie Saoudite. Donc là, il y a vraiment un problème en ce qui concerne le personnel de santé. Et puis, euh, voilà, je pense que je vais... euh, alors, comme l'a dit le professeur Gentilini au début, la santé de l'Afrique influence la santé mondiale. Donc, il faudrait revoir à la fois l'architecture, comment l'OMS, fondée en 1940, 48, hein, c'est ça, 48, je crois, et donc, et toutes ces organisations du système des partenariats, je pense qu'il est temps de refaire de revoir si c'est l'architecture qui est bonne pour le 21e siècle. Et, étant donné que nous aurons, et je pense que là aussi, il faut vite s'engager dans l'intelligence artificielle. Quelle est l'utilité et comment nous pouvons nous approprier l'intelligence artificielle, que ce soit dans le diagnostic, que ce soit dans la formation, que ce soit dans euh, euh, la, euh, l'information stratégique, je pense qu'on a besoin. On n'a pas le droit d'attendre. Je pense qu'il faut, et il y a eu la semaine dernière, je crois, un sommet des chefs d'État sur la santé et l'intelligence artificielle à Kigali, au Rwanda. Donc, il ne faut pas que ça reste seulement au niveau des grandes conférences, mais je pense que le personnel de santé doit être sensibilisé et les politiques de santé doivent être révisées à l'orée de l'application tous azimuts de l'intelligence et l'impact de l'intelligence artificielle. Voilà. Et puis, bien sûr, avec les décisions du président américain, il nous faut construire un nouveau partenariat. La santé mondiale, comme on l'a dit dans le communiqué de l'Académie de médecine, doit mettre la science et la médecine en premier. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, je voudrais donc, en guise de conclusion, résumer un peu ce que nous avons dit, mais également, la santé mondiale ne peut être basée que sur la solidarité. Voilà, et que la santé reste un droit, parce que la santé est sûrement euh, ce que nous avons le plus précieux. Voilà, donc voilà, très, très vite résumé de ce que vous avez dit et peut-être pas dit ouvertement. Donc, je me suis permis de faire cette synthèse.